La thématique d'aujourd'hui, c'est pourquoi ces refus de visa de résident temporaire. Mon nom, c'est Valérie Kamdem. Je suis consultant réglementé en immigration et citoyenneté Canada. J'appartiens à l'ordre professionnel des consultants du Canada. J'exerce sous le numéro R10 34 030, mais j'ai aussi un numéro d'exercice pour le Québec 12 256. Commençons donc d'abord par c'est quoi un visa de résident temporaire? À quelle occasion on demande un visa de résident temporaire? Alors, comme son nom l'indique, il y a déjà, je décompose ce groupe de mots en deux, visa à part et résident temporaire à part. Résident temporaire ici, c'est trois grandes catégories dont de personnes au Canada. Ce sont ce qu'on appelle des étudiants internationaux ou étudiants étrangers. Ce sont des travailleurs étrangers temporaires, mais ce sont aussi des visiteurs. Ça peut être des visiteurs dans le cadre touristique, mais ça peut aussi être des visiteurs dans le cadre de, de la visite médicale, c'est-à-dire le tourisme médical. Il y a des visas comme ça avec des autorisations particulières pour ceux, dont des personnes qui viennent au Canada pour un traitement. Ça existe, même si je n'en parle pas beaucoup. C'est une procédure qui rentre dans la grande famille dont des visas de résidents temporaires et dans la sous-catégorie des visas de visiteurs. Donc, il faut dire qu'il y a étranger, étudiants étrangers, il y a travailleurs étrangers et il y a visiteurs. Dans visiteurs, on a vraiment beaucoup de... Il y a beaucoup de sous-catégories. Comme je vous ai dit, il y a les visiteurs d'affaires, il y a la visite familiale, il y a les touristes vraiment purement tourisme qui n'a aucune attache, il y a les visites commerciales. Et donc, il y a beaucoup de sous-catégories, mais vraiment, on retient visiteurs, étudiants, étrangers et travailleurs étrangers. Tous ces gens-là sont dans des résidents temporaires quand ils arrivent. Résidents temporaires sous-entend qu'ils doivent quitter le territoire à la fin de ce pourquoi ils sont venus. Donc, s'ils sont là temporairement, c'est inscrit dans le temps. Maintenant, pourquoi le mot visa? Ben, il se trouve que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a des pays qui, pour venir au Canada, les citoyens de ces pays-là doivent avoir au préalable une vignette, c'est-à-dire doivent avoir un document de voyage, quelque chose qui les autorise une fois au point d'entrée de pouvoir entrer, avoir le droit d'entrer au Canada. Donc, on leur donne ce document de voyage qui s'appelle un visa. Donc, ces citoyens-là, c'est majoritairement les citoyens de nos pays d'Afrique, dont l'Afrique francophone. Mais si tu es citoyen des pays de l'Union européenne, des 26 pays de l'Union européenne, il y a une entente avec le Canada qui fait que tu n'as pas besoin de visa, mais tu as juste besoin d'un AVE. Un AVE, ça s'obtient au bout de quelques minutes par courriel. Tu fais ça et puis tu vois, pas besoin de visa. Juste t'assurer que ton AVE est en cours de validité parce que ça a une validité aussi sur un bout de temps. Tu ne demandes pas ça chaque fois. Donc, pour nous autres, la plupart d'entre vous qui me regardent, on est assujetti donc à une autorisation, à un document de voyage. Ce document de voyage, c'est le visa. Donc, quand souvent on dit visa d'études, en réalité, ce n'est pas la demande de visa d'études qu'on fait, c'est la demande de permis d'études, c'est la demande de permis de travail. Mais comme tu es dans un pays qui est assujetti à l'obligation de visa, on t'ajoute, en plus d'avoir approuvé ta demande de permis, on t'ajoute un visa. C'est pour ça qu'on te demande d'envoyer le passeport à la fin pour qu'on te donne une vignette qui va te permettre d'entrer de monter dans un avion, voilà, et de pouvoir entrer au Canada. Donc, visa de résident temporaire, c'est dans ces deux groupes de mots-là. Mais notre question aujourd'hui, c'est pourquoi plusieurs refus? Pourquoi plusieurs refus? Pourquoi ces refus-là qui, pour nous, peuvent être souvent insensés? Il faut dire que
La première chose que les gens doivent comprendre, que ça doit être très, très clair dans la tête, c'est que pour avoir un visa de résident temporaire, ce n'est pas systématique. Il ne suffit pas d'avoir un dossier complet parce que c'est là-bas où ça commence. Les gens ont besoin d'avoir cette information, les gens ont besoin d'avoir cette formation-là, cette sensibilisation. Et ça, il faut vraiment être quelqu'un d'assez froid et lucide pour aider les gens à garder leur sérénité. Parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup pensent que si on me demande, envoie ton passeport, envoie ta preuve d'emploi, envoie tes bulletins de paie ou envoie ton registre de commerce ou envoie. Les gens pensent que quand tu as fini d'envoyer tout ça, la réponse suit. C'est donc là-bas où ça commence, où le premier obstacle dans la compréhension de ces refus-là commence. Il faut comprendre qu'un dossier complet ne garantit pas un visa. Ce qui va garantir le visa, c'est le fait que celui qui va s'occuper de ton dossier, il doit être convaincu que tu es un résident temporaire. C'est ça la norme. C'est ça la norme voilà, juridique. C'est lui qui doit être convaincu. Il est doté d'un pouvoir discrétionnaire. Ce n'est pas un pouvoir arbitraire, c'est un pouvoir discrétionnaire. C'est les nuances juridiques qu'il faut comprendre. Je suis désolé de les utiliser, mais si on doit te donner l'info, on doit appeler Chacha. Donc ici, première chose, ce n'est pas parce que tu as donné, quelqu'un a dit, je sais, je vais te faire ton dossier. C'est pas parce que tu lui as donné tout ce qu'il t'a demandé et donné des vrais documents. Là, je parle vraiment pas de ceux qui, je parle vraiment de ceux qui font les choses, qui ont même fait les choses donc proprement. Tu as des vrais documents, ça ne suffit pas pour attendre une réponse favorable. La norme ici, c'est l'agent doit être convaincu parce que l'agent a un pouvoir discrétionnaire. Maintenant qu'on a fait la table et qu'on a compris ces éléments fondamentaux, il va se poser donc trois questions essentielles, au moins trois questions en tout cas. Il faut savoir que étudiants étrangers, travailleurs étrangers et visiteurs, ce sont des gens qu'on appelle globalement dans la loi des visiteurs. Donc, quand tu vois, on dit dans une réponse de décision défavorable, la raison de la visite. Moi, j'ai un client ici qui, l'autre jour, avait demandé, parce que son visa était expiré, il faut qu'il voyage pour aller en Afrique. Bon, il a un permis qui est valide, mais son visa, il n'avait plus de visa valide. Donc, il a demandé un visa. Et puis, il a obtenu un visa. Il a vu dessus visa visiteur. Et puis, il était paniqué. Non, tu ne dois pas être paniqué. C'est justement un visa de visiteur. Même si les codes sur les vignettes ne sont pas les mêmes, fondamentalement, un étudiant étranger, un travailleur est un visiteur. Sauf que c'est un visiteur avec un statut. C'est un visiteur qui a le statut de travailleur. C'est un visiteur qui a le statut d'étudiant, différent du simple visiteur qui n'a aucun statut. Donc, une fois qu'on a compris que l'agent a un pouvoir donc discrétionnaire et non arbitraire, vous voyez, chaque fois j'insiste pour dire et non arbitraire parce que je vais expliquer la nuance dans les instants suivants. Mais lui, il doit donc se fier, justement, d'où le mot, ce n'est pas arbitraire. Il doit donc se fier à des critères bien précis. J'en ai parlé, j'ai dit que je m'apprêtais à énumérer au moins trois importants. La première, c'est la raison de la visite. Est-ce que c'est une raison authentique? Est-ce que tu viens vraiment étudier? Est-ce que tu viens pour travailler? Est-ce que tu viens vraiment pour rendre visite à la famille? Est-ce que tu viens vraiment pour te soigner? Donc, le premier pan, c'est la raison de ta visite. Il faut qu'à travers la raison, à travers ta documentation et ta lettre peut-être explicative, que tu viennes convaincre à travers donc ta documentation et éventuellement ta lettre de la raison de la visite.
Parce que si tu n'es pas un demandeur authentique, c'est d'abord à partir de là qu'on voit. C'est le premier indicateur. Deuxième chose, si la raison de ta visite fait sens. Un autre élément en cas de doute, si on n'est pas tout à fait fixé, le deuxième indicateur, le deuxième déterminant important, c'est que est-ce que tu as les moyens pour financer ta visite, ton séjour? Si ce sont des études, est-ce que tu as des moyens pour tes études, pour la période et pour ton projet d'études? Si c'est pour le travail, là-bas, c'est différent. Si la raison de la visite, déjà au niveau du travail, est assez costaud pour le travailleur, il y a pas beaucoup d'enjeux au niveau de la raison financière parce qu'en soi, le fait de demander un visa de travailleur, ça veut dire que dans ta demande, tu as déjà une offre d'emploi. Donc, on est sûr que comme tu vas aller là-bas, tu ne vas pas avoir des problèmes financiers parce que le salaire minimum permet à tout le monde de vivre. Il n'y a pas de sous-emploi. Donc, si tu as déjà un emploi, ça veut dire que tu peux déjà vivre. Ça veut dire que sur une année, tu as le revenu minimal garanti au moins. Donc, au niveau de est-ce que tu as les moyens pour ton séjour, le problème ne se pose pas. Ça va donc se poser surtout pour deux types de profils de visiteurs, c'est-à-dire l'étudiant et le visiteur tout court. Est-ce que pour ta visite qui est de 2 semaines, qui est de 3 mois, qui est de 4 mois, est-ce que tu as les moyens financiers? Alors, les moyens financiers ici, quand c'est un permis d'études, c'est est-ce que tu auras les moyens de payer les frais de subsistance, c'est-à-dire de te nourrir? Est-ce que tu auras les moyens de payer la scolarité? Quand c'est le visiteur, est-ce que tu auras les moyens de, voilà, ça va être essentiellement les frais de subsistance. Est-ce que tu as où te loger? Est-ce que tu as le montant d'argent pour la période alléguée? Est-ce que tu as une assurance? D'ailleurs, l'assurance est valable pour tous les profils. Est-ce que ces éléments-là sont? Alors, pour le permis d'études, la preuve va se faire souvent par le biais de ce qu'on appelle un garant financier. Le garant financier peut être toi-même. Tu peux être quelqu'un qui a tes moyens et tu décides de mettre une parenthèse à ta carrière professionnelle pour faire des études. Ou tu décides d'aller au Canada pour faire un perfectionnement, pour une réorientation, ou parce que ça entre dans le cadre global d'un projet ou d'une amélioration professionnelle. Alors à ce moment-là, peut-être que tu as les moyens toi-même pour financer. Si c'est un jeune demandeur, un nouveau bachelier africain, ou un nouveau, quelqu'un qui est jeune licencié et qui veut continuer au Canada, mais souvent, ça va être son parent, un proche significatif. C'est plus facile à entendre et à accepter qu'un père, une mère ou un beau-père, parce que tu peux être avec le mari de ta mère ou avec la femme de ton père. Un beau-père ou une belle-mère peut avoir intérêt à financer tes études. C'est significatif. OK, c'est des liens significatifs. Ça peut être ton frère aîné, c'est des liens significatifs. Ça peut être ton oncle, ça peut être ta tante. Ce sont des liens directs et significatifs qui font que ça aura plus de poids que si c'est peut-être un lien moins direct. C'est pas systématiquement non quand le lien est moins direct, parce qu'il faut savoir que le lien n'est pas seulement un lien de sang. Tu peux avoir un parent, tu peux avoir un frère ou, je sais pas moi, un aîné par alliance, tu peux avoir un mentor, quelqu'un. Donc, si tu peux prouver le lien significatif, eh bien, en termes de capacité financière, il peut donc être ce garant-là pour toi. Ça, c'est donc les éléments pour venir prouver ta capacité financière. Au niveau, on a dit du travailleur, ça ne se pose pas. Ton offre d'emploi sous-entend que tu vas avoir un revenu. Le visiteur, le garant va souvent être soit l'autre, celui qui va te recevoir, soit alors toi-même.
Mais le scénario idéal, c'est que ce soit toi-même. Ce n'est pas obligé, mais le scénario idéal, ce n'est pas, c'est que ce soit toi-même. À moins que tu sois un parent qui vienne rendre visite à ses enfants. À ce moment, c'est naturel et normal que ton enfant qui t'accueille prenne tout sur lui. Ça, c'est, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si ce n'est pas des cas comme ça, pour un visa de visiteur, c'est bien quand c'est toi-même qui prends en charge ton séjour, si ce n'est pas une visite familiale. Si c'est une visite familiale, vraiment, pour que ce soit l'autre, il faut que ce soit un lien aussi fort et significatif comme c'est ton père que tu fais venir, c'est ton enfant que tu fais venir, c'est ta conjointe ou ton conjoint. Mais si ça commence à être ton cousin, ton oncle même, dans ces cas-ci, oui, l'oncle aussi, ça peut faire sens, surtout si c'est un oncle proche. Et tout ça va se faire, la différence va se faire dans la documentation. Mais comme je disais, après la raison de la visite, il y a donc, est-ce que tu as les moyens pour soutenir le projet d'immigration, pour ton séjour? Et la dernière question, quand je parlais de trois angles principaux, la dernière, c'est est-ce que tu as des raisons de retourner? Les gens confondent ça et c'est pour ça que je disais que, y compris moi, quand je n'avais pas encore pris le temps de lire bien la loi et de la comprendre, les gens confondent le fait de je vais rester et avoir les garanties de retour. Ce qui compte, c'est vraiment l'intention. Est-ce que tu as démontré ton intention? On attend de l'agent que l'agent attend que tu démontres ton intention de retourner. Si tu ne dis rien ou si tu ne démontres pas, lui, il est libre, il a le choix libre d'interpréter. Il ne va pas systématiquement dire non, mais lui-même, il doit apprécier avec les autres éléments, qu'il soit indirect dans ta demande ou direct. Il peut apprécier donc pour finalement dire que non, celui-ci, il a des raisons de retourner après. Donc, même si tu n'as pas dit, il peut quand même considérer. C'est pour ça que j'ai dit que son pouvoir est discrétionnaire et non arbitraire. Ce n'est pas arbitraire parce que c'est encadré par ces trois angles, trois éléments. Voilà, ces trois éléments majeurs. Si tu coches à toutes les cases dans ces trois éléments, il n'a pas le droit de te refuser parce que ce n'est pas arbitraire. C'est discrétionnaire en ce sens qu'il doit apprécier tes éléments. Dans ça, c'est discrétionnaire. Il doit apprécier, mais il n'apprécie pas n'importe quoi. Il apprécie ces trois éléments essentiels. Donc, la plupart des refus, il ne faut pas aller les chercher ailleurs. Les refus viennent de la faille qu'il peut avoir dans l'un de ces éléments. La faille, pour ne pas être long, et puis je vais terminer là, la faille qui peut être dans l'élément de la raison de la visite, c'est que tu dis quelque chose qui vraisemblablement ne correspond pas à la réalité. Tu dis que je veux aller au Canada parce que je veux peut-être, je veux me balader ou je veux faire ceci. Alors que peut-être tu as un dossier de parrainage en cours, alors que peut-être tu as un conjoint ou tu es dans une procédure. Ils savent tout ça. Donc, du coup, tu toi-même lui as donné des éléments de dire non, parce que ta demande cesse d'être authentique, parce qu'il a des autres éléments pour apprécier et voir que non, c'est pas vrai ce qu'il a dit. Même si ton dossier est béton, donc la nuance peut juste être à ces petits détails près là. Ça, c'est un exemple de plusieurs refus parce que les gens ont la culture du mensonge. Et cette culture est héritée du fait que jusqu'à preuve du contraire, les consultants non réglementés sont encore constituent l'écrasante majorité parce que comme les gens ne veulent pas s'asseoir et faire leurs choses par eux, ben, les gens partent confier ça à des consultants qui ne sont pas réglementés, souvent en disant que c'est parce qu'ils sont moins chers. Mais je vous mets encore au défi, ceux qui sont non réglementés et qui ont une certaine réputation, il n'y a pas match. Ils sont toujours de loin plus chers. Non seulement ils sont plus chers, mais ils n'ont que la bonne partie de l'affaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsabilité déontologique, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de risque avec eux, mais ils sont plus chers. En tout cas, ce n'est pas l'objet. C'est pour dire que généralement, la culture de ces consultants non réglementés-là va souvent être la culture
la roublardise, vouloir habiller, vouloir arranger. Alors que le constat réglementé va rester dans ce qui est raisonnable et dans ce qui est vraisemblable, dans ce qui voilà, correspond aux faits. Parce que la raison de la visite, là, lorsqu'on n'a pas été clair là-dessus, ben, c'est le premier élément. Tu as donné du miel, tu as donné des éléments à l'agent de prendre vite sa décision sans même regarder les autres aspects. Donc, beaucoup de raisons de refus viennent de là. De plus en plus, des raisons de refus, et j'ai envie de dire ces 18 derniers mois, ça va être des raisons financières. Souvent, quand on va dire bien et les moyens financiers et bien ne suffisent pas, les gens vont dire que mais pourtant j'ai 100 000 dollars dans le compte. Non, c'est pas ça. Pour ce qui est des biens et moyens financiers, ce n'est pas le montant que tu as à l'instant. Dans plusieurs raisons de refus, les agents notent que c'est des termes qu'on dit, mais le grand public ne sait pas. Mais j'ai ce retour-là, j'ai la chance de discuter avec des dizaines de personnes chaque mois. Et donc, il y a souvent des gens, on leur a dit que non, il faut mettre l'argent dans le compte, faire les mouvements. J'ai déjà dit, je suis fatigué que les mouvements dans le compte, ça ne veut rien dire. Au contraire, ça vient renforcer l'idée de la roublardise. Et donc, quand c'est flou comme ça, tu ne fais que hypothéquer tes chances de réussir. Alors, donc, il y a cet élément de croire que quand on a beaucoup d'argent, on dit, mais comment il dit qu'il est bien? Non, tes biens et moyens financiers ne suffisent pas parce que d'où viennent les 100 000 dollars? Ces 100 000 dollars, ils étaient où depuis? Apparemment, tu les as depuis une période récente. Et quand même tu les as depuis plus de 6 mois, c'est dans le compte depuis plus de 6 mois, d'où vient? Ça vient d'où? Ah, peut-être qu'il a mis de l'argent là-bas pour un bout de temps, juste le temps d'avoir le visa. Il y en a qui vont se baser sur le simple fait que, OK, comme c'est de l'argent depuis 6 mois, et puis il dit que c'est l'argent de son travail, économie et tout, il ne va pas beaucoup mettre l'accent. Mais il faut savoir que pour faire rigoureusement bien son travail, il faut être capable de faire un lien entre ce que tu allègues comme source de revenus et le montant qui est dans ton compte. Donc, quand tu vas avoir bien et moyens financiers insuffisants, c'est parce qu'ils contestent l'appartenance de cet argent-là, la disponibilité de cet argent. Et donc, si ce n'est pas pour lui disponible, la conclusion naturelle et normale, c'est que cet argent ne t'appartient pas et donc ce n'est pas disponible, il n'y a pas assez d'argent pour financer ce séjour. Ça c'est des raisons. Dernière raison, c'est les attaches avec ton pays. Il doit, même si tu n'as pas dit dans une lettre, c'est pas grave. On n'est pas toujours obligé de faire la lettre, hein. Mais quand on ne fait pas la lettre, lui, il doit interpréter les éléments qu'il a en sa présence. Alors, le troisième, comme on a dit, angle et créneau déterminant, c'est les intentions de retourner dans ton pays. Si tu as un travail, est-ce que c'est un travail stable? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as des parents, de la famille au pays? Est-ce que tu es engagé dans une activité importante, un mouvement du bénévolat, une activité assez sérieuse? Est-ce que tu occupes une fonction dans une telle activité? Est-ce que tu as toi-même, à ton propre compte, une certaine activité? Est-ce que tu as des biens matériels, certains des biens qui peuvent, des biens immobiliers, etc. Est-ce que en un mot, pour parler simple et trivialement, est-ce que tu as des choses qui font que, même si tu es au Canada, tu vas quand même dire que non, je ne peux pas abandonner tout ça, je veux retourner. C'est ça, lui, il veut savoir ça. Il ne veut pas savoir si tu vas caler ou pas. C'est pas ce qui l'intéresse. Il y a une nuance entre l'intention de quitter et quitter vraiment. C'est pas pareil. C'est pour ça qu'il faut savoir que le législateur prévoit que tu peux venir avec un visa de travailleur et ne jamais rentrer. Mais avant, il faut que tu prouves que tu peux. Il faut qu'il y ait des éléments qui permettent à l'agent de dire que voilà, tu vas rentrer ou pas. C'est pour ça que tu vas avoir en plein des cas de demandeurs, ceux qui sont en procédure au groupement familial. Tu vas entendre ici, j'ai eu le visa facilement pour ma femme. J'ai pas eu, je l'ai fait 3 fois le visa pour ma femme, on a refusé, ou pour mon mari, on a refusé.
toutes ces subtilités-là, ces différences-là, cette disparité-là, cette variabilité-là, ça trouve la réponse à l'intérieur de ces trois éléments que je voulais te présenter aujourd'hui. Le seul WhatsApp que j'utilise pour échanger avec toi, c'est +1 pour l'indicatif du Canada, 438-830-7045. +1 indicatif du Canada, 438-830-7045. Valérie Kamlem, c'est mon nom. Bye.